France Culture. Réflexion, analyse, découverte, émotion. Aventurez-vous dans France Culture. Éloge du savoir. Colloque de Bruxelles. De la transe à l'hypnose, une émission proposée par Michel Cazenave. Dans l'enquête que nous menons depuis maintenant plus de 2 semaines sur la transe et l'hypnose, on voit qu'il y a un nom qui revient très régulièrement et qui, d'une certaine façon, est sans arrêt en filigrane après nombre d'interventions. Ce nom, c'est celui de Carl Gustav Jung. De Carl Gustav Jung, dans la mesure où, à travers son intérêt pour les religions, pour les phénomènes religieux plus exactement, tels qu'ils sont profondément ressentis dans certains cadres de culture, à travers son intérêt pour l'imagination, non pas d'évaluer comme pur imaginaire, mais l'imagination comme force créatrice, qui, à travers son intérêt pour ce que, au début du siècle précédent, on appelait l'occultisme, a rompu avec Freud. Et c'est précisément à ce sujet que j'ai voulu me consacrer, dans la mesure où dans cette rupture entre Freud et Jung, qui a marqué, si l'on peut dire, toute l'histoire de la psychanalyse depuis un siècle, on voit qu'il se joue tout un certain nombre d'enjeux qui ont à voir précisément avec ce que nous cherchons à comprendre, et dans les phénomènes de transe, et dans les phénomènes qui relèvent de ce que le XIXe siècle appelait le magnétisme. En fin de compte, quelle est notre position vis-à-vis de l'invisible? Admettons-nous qu'il y ait de l'invisible, et sans vouloir lui donner une valeur ontologique, sans affirmer un système de croyance, y a-t-il quelque chose en l'homme qui est au-delà de son histoire personnelle et qui en appellerait en fin de compte à ce que l'on pourrait dénommer des phénomènes de structure? C'est donc à cela que nous allons nous atteler aujourd'hui, en essayant de comprendre ce qui s'est joué précisément dans cette rupture fondatrice à l'intérieur de la psychanalyse et qui renvoyait à 2 conceptions de l'imaginaire, à 2 conceptions de la psyché, à 2 conceptions du rapport de l'homme avec le monde qui l'entoure. Je voudrais partir de la phrase connue de l'adresse de Freud à Jung alors qu'ils sont en train de naviguer vers les États-Unis, où Freud demande à Jung de prendre l'engagement de ne pas nager, si l'on peut dire, dans la boue noire de l'occultisme. Et on sait, tout au moins tel que le rapporte Jung, on est obligé de lui faire confiance là-dessus, de dire que c'est ce jour-là précisément que la rupture a commencé à se dessiner. Lorsque Freud dit cela, il faut évidemment le replacer dans le contexte de l'époque. C'est que sous le nom d'occultisme, on désigne à la fois toute la tradition magnétique, ce qui est en train de devenir la métapsychique. Ce sont en même temps qui sont liés évidemment les pratiques spirites à la suite de Allan Kardec. C'est à la fois l'ésotérisme, l'hermétisme dont on sait qu'il est triomphant dans tout un certain nombre de milieux intellectuels de l'Europe de l'époque. Il suffit de penser par exemple à l'influence de la Golden Dawn en Angleterre, dans laquelle pratiquement tous les plus grands écrivains anglais de l'époque
font partie de la Golden Dawn, c'est en même temps l'influence grandissante de la société de théosophie. Dans cet occultisme est compris en même temps, lorsque je fais allusion au magnétisme, à la métapsychique, bien entendu, est compris l'hypnose, puisque le renoncement à l'hypnose a été, je ne vais pas revenir dessus, un acte fondateur de la part de Freud, effectivement, le remplacement de la pratique hypnotique par la cure de parole. On peut dire que Freud lui-même est en grande partie l'héritier de ce qu'il appelle l'occulte, et que sans le romantisme allemand, sans Schopenhauer, sans cela, Freud n'aurait certainement pas existé. Mais où en même temps, son acte fondateur, c'est précisément la volonté de rupture. Alors, si on remonte si on essaie de comprendre à l'origine la position de Jung vis-à-vis de cet occulte, auquel il refuse clairement de renoncer, je pense qu'il faut d'abord s'intéresser, évidemment, à sa thèse de doctorat en médecine, celle sur laquelle il est habilité pour devenir interne psychiatre à l'hôpital du Burgosli à Zurich, qui est sur une thèse sur les phénomènes prétendument occultes. Déjà, le titre est intéressant, parce que les phénomènes prétendument occultes, cela veut dire que c'est l'occulte au sens que ça à l'époque qui est mis éventuellement en cause, mais que les phénomènes en tant que tels ne sont pas mis en cause. Ils sont acceptés. C'est comment les comprendre, quel est le degré de validité que l'on peut leur donner, et c'est en réalité, lorsqu'on lit le texte original, on voit très bien que c'est, je dirais, l'interprétation genre spirit dans la tradition de Kardec ou l'interprétation théosophique qui est mise en cause, mais pas du tout la réalité des phénomènes en tant que tels. D'autant moins qu'il faut se rappeler, je pense que Jung en est héritier et il l'assume en tant que tel, qu'il fait partie d'une famille dans laquelle les dons magnétiques et médiumniques sont extrêmement répandus. La famille Preiswerk, et les phénomènes prétendument occultes dont il fait le sujet de sa thèse, ce sont en réalité tout un certain nombre de visions médiumniques de sa cousine germaine. Pour remonter encore plus loin dans la généalogie, mais je dirais dans la généalogie que se construit Jung du point de vue historique, la manière dont il théorise en quelque sorte son intérêt, mais on verra en même temps quelle est la valeur qu'il faut accorder à la théorie, à la fois la grande valeur qu'il y donne et l'immense relativisme qu'il introduit. Il sera amené plus tard, dans un raccourci évidemment un petit peu saisissant, mais parce qu'il veut faire image, il sera amené à écrire, c'est dans les Racines de la conscience, qu'on sait très bien qu'il y a une sorte de filiation, là je cite ses propres mots, du chaman au prêtre, du prêtre au médecin sacré, du médecin sacré au philosophe, c'est-à-dire la philosophie comme exercice spirituel, ou ce qu'a retravaillé Foucault avec le souci de soi, et que le psychologue est l'héritier de cette tradition. Et de cela, il y a évidemment un certain nombre de conséquences qui s'imposent. La première, c'est que, je le répète évidemment, il simplifie énormément les choses, et on pourrait aller discuter sur beaucoup de détails. Mais la première idée, c'est que précisément, il refuse que ce qu'il appelle d'abord la psychologie des profondeurs, puis la psychologie complexe, puis la psychologie analytique, pour montrer précisément que ce n'est pas la psychanalyse. Il refuse l'idée de la rupture. Ce qui l'intéresse beaucoup plus, quant à lui, et ce qu'il présente, c'est l'idée que c'est un remaniement de savoirs anciens, de savoirs traditionnels, et que c'est beaucoup plus la façon de les mettre en théorie aujourd'hui que l'invention de quelque chose de réellement nouveau. Ce qui suppose d'ailleurs, et il l'écrit à plusieurs reprises, de dire ce que je dis aujourd'hui, c'est ma manière, à mon époque, étant donné les instruments dont je dispose, de le dire, ce qui veut dire qu'éventuellement, dans un siècle ou dans 2 siècles, ça sera remanié à son tour, et que donc, ce savoir que j'ai, que je produis, n'est qu'un savoir parfaitement provisoire. Il y a une autre idée, qui est évidente évidemment,
c'est que Jung, et peut-être d'ailleurs en tant que neuropsychiatre de formation et de première pratique, Jung se réinscrit clairement dans cette idée qu'il y a une alliance, je dirais quasiment organique, entre la pratique médicale, la pratique thérapeutique, je dirais d'une manière générale, et l'administration du sacré. Mais lorsque le Jung parle de sacré, lorsqu'il arrive à cette proposition de 1916, nul n'est guéri qui n'a recouvré une position religieuse. Je dirais, proclamation étendard presque. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que le sacré qu'il considère comme constitutif, effectivement, catégorie synthétique a priori, ça il le reprend très, très exactement, le sacré, il le prend au sens où Benveniste l'a fait sortir lui-même dans ses études sur l'Indo-européen, sur qu'est-ce que le sacré, c'est-à-dire à la fois le saint, si l'on peut dire, mais à la fois l'impur et le plus impur. À la fois ce qui construit l'homme, mais à la fois ce qui peut totalement le détruire. Je vous rappelle que l'homo sacer, dans l'ancienne Rome, je pense que Vautrin de Charneux sera d'accord avec moi, c'est celui qui, étant condamné pour un forfait quelconque, est désigné comme sacré, ce qui veut dire que n'importe qui peut le tuer. Séance tenante. Et il y a cette idée, chez Jung, extrêmement forte, que ce qu'il va appeler l'inconscient, mais il va falloir s'expliquer sur ces mots, est quelque chose qui n'a strictement, et c'est là où évidemment il est en désaccord formel avec certaines théorisations analytiques postérieures, l'inconscient est quelque chose qui ne connaît pas la neutralité. C'est-à-dire que c'est peut-être une immense force de construction, ça peut être en même temps une immense force de destruction. Et souvent d'ailleurs, je dirais, l'impulsion inconsciente est chargée des deux en même temps. Et ça va être la négociation que de savoir comment on peut convertir de la destruction dans la construction. Lorsqu'il dit plus largement nul n'est guéri qui n'a recouvré une position religieuse, c'est que il aboutit, évidemment je synthétise énormément, il aboutit à cette idée qu'il y a à ses yeux une vérité de la religion, plus exactement une vérité du sentiment religieux ou de l'expérience religieuse, qui est une vérité de l'expérience religieuse, mais qu'en même temps pour lui, et du point de vue qui est le sien, aucune religion n'est plus vraie qu'une autre. Ce qui compte effectivement, c'est l'intensité, la spécificité pour chacun de l'expérience religieuse au fond qui est la sienne. Et lorsqu'il parle de ce terme, lorsqu'il se sert de ce terme de religieux, il le précise régulièrement. La religion, rappelez-vous que pour les Romains, religio, le premier sens, c'est le scrupule. Lorsque Cicéron, souvent, combien de fois l'expression revient chez lui, il parle de homo cum religione, c'est l'homme de scrupule, justement, l'homme qui se pose des questions. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que le religieux, c'est d'abord l'observation de ce que veulent, pour ne pas être trop précis, je dirais, les puissances supérieures. Et qui est aussi cette idée, comment, par ces puissances de l'invisible, précisément ne pas être détruit. Et là-dessus, Jung cite très très souvent l'anecdote qui est racontée dans le traité Agiga du Talmud de Babylone, où le Talmud de Babylone nous raconte que 4 rabbins, une nuit, sont emportés en rêve et voient Dieu face à face. Voient Dieu face à face alors que la Bible ne cesse de nous dire que précisément on ne peut pas voir Dieu face à face, sinon on en est foudroyé. Et de ces 4 rabbins, nous dit le Talmud de Babylone, le premier quand il voit Dieu tombe mort, le second devient immédiatement fou, le troisième devient hérétique, puisque Dieu évidemment ne correspond pas exactement à ce qu'on avait dit jusqu'ici, ou à ce qu'on lui avait appris, le quatrième devient saint. Et si Jung cite tellement cette anecdote, c'est précisément pour montrer comme 200 royaumes de l'invisible, je ne dirais pas qu'il faut se méfier, parce qu'en même temps c'est lui qui nous fait vivre. Mais comme l'homme dans sa finitude, je dirais d'une certaine manière, est dépassé de partout par lui, et comme ce royaume de l'invisible peut être menaçant et dangereux. Et où donc, comment est-ce qu'on va apprendre
à négocier avec lui, ce qui l'amène d'ailleurs à l'idée, qui est souvent exprimée chez lui, de dire « les dieux sont devenus nos maladies ». Que veut-il dire là aussi par cette formule provocante? Et il s'en explique largement dans ces pages, c'est-à-dire qu'en fin de compte, en dehors de la société occidentale, précisément, on avait mis sur pied tout un certain nombre de procédures pour cette négociation. On savait négocier. Et c'est nous, dans notre évolution idéologique, c'est nous, ça fait un peu allusion, renvoie à ce que disait Thierry Melchior hier, dans cette constitution tout à fait particulière du sujet qui est la nôtre, dans la définition du moi qui est la nôtre, qui du coup avons fait passer les dieux à l'état de maladie. Et d'une certaine manière, si je voulais adopter un autre langage que celui de la psychologie, qui est celui de Jung, je dirais, les dieux se vengent de leur oubli. Il faut tenir compte en même temps de ce que, je le rappelais, Jung est de formation psychiatrique, au départ. Ce qui a aussi introduit une différence claire avec Freud. Jung part de l'expérience de la psychose, il met en avant l'idée que ce qui est fondamental dans la psychose, c'est l'expérience du non-moi. Et l'expérience précisément qui a mal tourné. L'expérience religieuse, en quelque sorte sauvage, non plus symbolisée par les formes de la culture, non plus médiatisée par les formes de la culture, et donc, en fin de compte, l'expérience mystique faite sans préparation. Et troisième chose qu'il met en place, c'est que du point de vue de la psychose, nous sommes réellement dans l'espace de la mer. Alors, je m'explique là aussi. Parce que lorsqu'il parle de cet espace de la mer, d'une part, il parle de cet espace dont nous parlait un peu Didier Dumas, c'est-à-dire d'avant la verbalisation. Il refuse clairement la thèse que l'homme ne peut se construire que sur ce que la psychanalyse va appeler le refoulement originaire et la forclusion, précisément, de la mer originaire. Jung dit non, là il y a quelque chose d'autre qui se joue, et il y a au contraire un certain type d'expérience, un certain type de construction de la personnalité, un certain type en même temps de rapport aux autres et à l'invisible, qui peut au contraire se construire dans cet espace-là. Et là, c'est vraiment la rupture avec Freud, dans la mesure où c'est le même moment où Freud publie, on le sait, Totem et Tabou. C'est-à-dire où nous nous trouvons là avec deux thèses totalement divergentes. Ce qui se joue, c'est précisément le rapport à la mythologie, à la religion. Dans la mesure où, au lieu de, ce que Freud explique à plusieurs fois, d'expliquer la religion et d'expliquer la mythologie par la psychanalyse, l'aventure qui arrive à Jung, c'est que s'aventurant précisément, mais je le répète, à partir de sa position psychiatrique et de ce que c'est qu'un délire, de schizophrène ou de paranoïaque, à partir de ce qu'on appelle les délires mystiques en hôpitaux, etc., c'est qu'au lieu d'annexer la mythologie et la religion à la psychanalyse, il remanie la psychanalyse à la lumière de ce que lui apprend l'histoire des religions. Alors, quelles conséquences en tirer? C'est que il y a une remise en cause de la notion du sujet et du moi. Le moi, Jung est très clair là-dessus, le moi n'est qu'un complexe parmi d'autres. Ce qui est le plus important, c'est ce que, le reprenant aux Upanishads de l'Inde, il va appeler le soi, c'est-à-dire, en fin de compte, la manifestation de l'invisible au centre de nous-mêmes, que l'on pourrait résumer dans cette formule, le véritable jeu, et je dis jeu pour ne pas dire moi, précisément, le véritable jeu est un autre. Ce qui d'ailleurs va l'amener plus tard à considérer que ce qu'il propose sous le nom d'individuation, je dis bien individuation et non pas individualisation, c'est-à-dire la construction du moi précisément. L'individuation, c'est le dépassement du moi, au contraire. Lorsqu'on a pris conscience que ce n'est qu'un complexe, à dire, lorsque vous commencez à vous individuer, faites attention, la société risque de vous taxer de folie. L'inconscient est totalement remanié comme notion. Alors, Jung, par rapport à la société dans laquelle nous vivons, c'est ce que je disais un peu hier, admet qu'il y a un inconscient freudien formé par les instances de refoulement, etc.
ce dont il parle comme inconscient, ce n'est pas ça du tout. Il a certaines caractéristiques qu'il met clairement en avant, c'est que ce n'est qu'une hypothèse. C'est une hypothèse heuristique, c'est une hypothèse féconde, qui lui permet de travailler, mais ce n'est jamais qu'une hypothèse. Et à un moment, alors là on voit effectivement l'influence de ses amis physiciens, il dit, en fin de compte, ce que j'appelle l'archétype, le jeu des archétypes entre eux, etc., tout ça est de l'ordre du modèle. Et d'ailleurs, il fait la référence directe au modèle de l'atome de Niels Bohr, en disant, maintenant, on sait très bien que ce n'est pas la réalité, on l'a dépassé plus ou moins. Ce modèle n'empêche qu'il a permis de travailler et il a permis d'avancer. Ce que j'appelle inconscient, c'est en réalité ce qui est au-delà de notre connaissance. Il est inconnaissable, par définition. Et d'ailleurs, Jung, à un moment, là aussi c'est dans les racines de la conscience, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a ce titre, dans les racines de l'inconscience, disant l'inconscient, finalement, qu'importe comment vous l'appeliez. Vous pouvez l'appeler les dieux, vous pouvez l'appeler les esprits, vous pouvez l'appeler les complexes, vous pouvez l'appeler les archétypes, ce ne sont jamais que les façons que nous avons d'en parler. Et qu'il définit, s'il en donne une seule définition un peu positive, il définit en tant précisément que pur agir. Parce que c'est précisément le pur agir, c'est l'agissement de cet agir sur laquelle nous avons saisi et à partir duquel nous pouvons travailler. Ce qui évidemment remanie énormément l'idée d'archétype telle que d'habitude on l'entend. Alors je ne parle même pas de cette espèce de fantasmagorie suivant laquelle l'archétype serait des images qu'on retrouverait partout et à travers tous les temps exactement identiques à eux-mêmes. Je veux dire, Jung n'a jamais écrit ça, bien évidemment. Mais où l'archétype n'est même pas un principe, c'est précisément l'agir de l'invisible en nous. L'agir de l'invisible en nous, qu'il définit d'ailleurs en même temps à plusieurs reprises, extrêmement proche de certaines formulations de Lévi-Strauss, comme des formes causatrices vides. L'exercice de la psychologie et l'exercice thérapeutique, qui est d'abord le sien, est effectivement une construction à deux. Ce n'est pas la découverte, comme on le croit généralement, précisément par exemple du monde des archétypes, des vérités intangibles. Les archétypes ne sont que des conditions de possibilité de manifestation. Ils ont un statut logique. C'est une construction à deux qui se joue dans ce que Jung appelle le transfert, mais ce qu'il appelle le transfert et ce qu'il désigne à travers l'ouvrage, qui est d'ailleurs un long commentaire d'un vieux traité alchimique. Ce qu'il appelle le transfert dans la psychologie du transfert, c'est qu'il n'y a transfert, il n'y a vrai travail psychique, pour Jung, que dans la mesure où le thérapeute se met en risque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement de l'écoute bienveillante, il n'y a pas simplement de la liberté qui est donnée à la personne que l'on offense de soi et en souffrance. C'est que il y a, là aussi je vais me servir si vous voulez bien d'un vocabulaire imagé, il y a descente aux enfers avec lui. Autrement dit, on l'a reproché à Jung, mais le reproche était fondé, est-ce que ça doit être un reproche ou non, ça c'est autre chose. C'est-à-dire, mais ça désigne la réalité. Jung, effectivement, se met, et c'est lorsqu'il l'écrit, il l'éprouve dans sa pratique, il se met dans la position du prêtre sacré ou du médecin sacré d'autrefois. Il accompagne son patient, et non seulement il accompagne son patient, mais pense qu'il y a une interaction entre le patient et lui, c'est-à-dire qu'une vraie cure à son sens est la cure dans laquelle le patient sort transformé, mais dans laquelle le thérapeute sort transformé lui aussi. D'où en même temps une liberté de pratique qui est assez étonnante. J'en prends que deux exemples. Le premier qui est celui d'une patiente qui lui a envoyé qui souffre d'insomnie
extrêmement profonde qui lui est envoyée par un médecin du Valais. C'est assez compliqué pour la patiente qui est institutrice, qui est prise par des horaires, par un cadre social, de se rendre chez Jung. Elle peut venir une fois et en 1 heure. Et Jung se pose la question, en 1 heure, qu'est-ce que je peux faire? Et où, au bout de 10 minutes, il sent quelque chose. Et là, nous sommes dans l'empathie, effectivement, dans la sorte de communication directe avec la personne qu'il reçoit. Il dit, je sens quelque chose qui monte en moi, et au bout d'un certain temps, j'ai pris conscience que j'étais en train de lui chanter une berceuse. C'est-à-dire, d'une certaine façon, on voit très bien comment nous sommes nous sommes dans la mise en acte, en fait, de certaines techniques archaïques, en fin de compte. D'où ce qu'il va élargir et ce qu'il va théoriser. Mais vous voyez le sens particulier que je donne au mot théorie. Ce qu'il va théoriser dans ce qu'il va appeler l'imagination active. Or, qu'est-ce que c'est que l'imagination active? Dès 1916, il va le théoriser. C'est l'idée où lorsqu'il y a un blocage qui se produit dans la cure, lorsqu'on sent qu'on piétine, dans le travail, on met le patient ou la patiente dans une sorte d'état de relaxation, en quelque sorte, de détente, et à partir d'un système, à partir d'images importantes, prévalentes, qui ont déjà été données dans le travail, particulièrement à travers le rêve, on lui demande d'imaginer librement. C'est-à-dire que nous sommes extrêmement proches, si j'ai bien compris d'ailleurs, de certaines techniques de l'hypnose actuelle. Et ce qui m'intéresse évidemment tout à fait par rapport à notre sujet, c'est qu'en principe, la cure analytique s'est fondée sur le refus de l'hypnose, et que Jung réintroduit le fait que lorsque la cure analytique bute, on revient à l'hypnose, en fin de compte. L'une des autres conséquences, et qui n'a pas fini d'ailleurs de faire sentir, je pense, ses effets dans la pratique psychiatrique, je ne parle même pas de l'évolution évidemment neurobiologique de la psychiatrie depuis quelques décennies, c'est la distinction claire et nette qu'il maintient, contre beaucoup d'ailleurs de ses collègues psychiatres, la distinction qu'il maintient entre l'hallucination et la vision. Et d'autre part, cette idée évidemment, cette position qui est l'immense importance accordée à l'image et la vérité de l'image. Cela va jouer évidemment particulièrement dans la position vis-à-vis du rêve. Tobin nous disait l'autre jour, le rêve est son commentaire. Effectivement. Mais dans le Talmud, on sait très bien qu'il y a 2 écoles d'interprétation de cette phrase. En gros, là aussi, je vais un peu vite. Mais en gros, on peut le dire. Ceux qui disent le rêve est son commentaire, c'est-à-dire que le rêve est le commentaire que les rabbins en font, et ceux qui disent le rêve est son commentaire à lui-même, parce que le rêve dit la vérité. D'une manière éventuellement symbolique, d'une manière éventuellement cryptée. Mais le rêve ne cache pas autre chose. Il dit ce qu'il a à dire. Et c'est là, d'ailleurs, dans la même distinction entre hallucination et vision, mais en même temps dans la réhabilitation même du fait de la vision, que Jung dit, bien entendu, il y a des rêves qui ont besoin d'être commentés, décryptés au sens de savoir qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qui se transcrit, qu'est-ce qui se déguise en même temps entre eux, mais il y a tout un type de rêve dans lequel, là il se sert évidemment de la vieille expression latine, somnium adeo missum, le rêve envoyé par les dieux, le rêve envoyé par les esprits, là aussi, à nouveau, il dit, vous pouvez vous servir du langage que vous voulez, moi ça ne me gêne pas, ce qui m'intéresse c'est la réalité du phénomène. Et qui, je pense, nous renvoie, là aussi j'en parlais avec M. Benoît de Charneux l'autre jour, à des expériences qui ont été particulièrement travaillées par Jung et par ses plus proches élèves, à des expériences ou à des textes comme celui d'Aelius Aristide. C'est-à-dire le soin par les rêves que l'on connaissait dans l'Antiquité, le procédé d'incubation dans le temple d'Asclépios, et puis on dort dans le temple d'Asclépios, et le dieu vient vous parler.
Et le Dieu vient vous dire. Et Jung maintient qu'effectivement, il y a un type de rêve, il ne prétend pas que tous les rêves sont de cet ordre-là, évidemment, mais qu'il y a un type de rêve dans lequel, précisément, qui sont, je dirais, si je peux me servir de ce terme, des épiphanies de l'invisible. Et ce qui amène en même temps, je terminerai là-dessus, sur la pratique et en même temps la conception du symbole qu'il met en place, à savoir que le symbole va être défini, en fin de compte, là aussi je prends un vocabulaire peut-être un peu plus moderne que le sien, mais va être défini comme une interface du visible et de l'invisible. La présentation de cette force, de cet agir invisible, le canal finalement d'action de cet invisible dans notre vie et dans notre vie manifestée. Ce qui veut dire en même temps, et il insistera beaucoup dessus à la fin de sa vie, que à la fois la technique de cure, effectivement, c'est une technique qui est la sienne, qui est de la parole, encore que derrière la parole, c'est tout le temps au pouvoir de l'image que l'on se réfère, mais que ce qui est le plus important, c'est en réalité ce qui est précisément de cet ordre de l'inconnaissable, c'est-à-dire le secret. Et il insistera sur le fait que la parole n'est faite qu'afin que le patient, c'est-à-dire celui pour qui ça s'est mal déroulé, il insistera d'autant plus sur le fait que la parole a comme but d'aider le patient à découvrir son propre secret. Mais là, ce n'est que l'affaire du patient. Bertrand L. Une des questions qui préoccupe les ethnologues quand on travaille sur les cultes de possession, c'est la manière dont ces sociétés opèrent un diagnostic entre la folie et la possession. Et c'est un sujet qui est très très peu travaillé. On a très peu il y a des matériaux ethnographiques, mais il y a très peu de réflexion sur ce thème. Vous avez dit que dans le principe d'individuation, il y a immédiatement l'idée que, attention à la folie. Je pensais à cette importance de la nomination que j'ai soulignée dans le rapport avec l'invisible tel que les cultes de possession le pensent. Qu'est-ce que Jung dit dans cette faculté de nommer ou de faire un travail pour parvenir au dépassement du moi, quant à la possibilité et à la non-possibilité de nommer des choses qui relèvent, vous l'avez dit, finalement de l'inconnaissable. Alors comment ça s'opère dans la cure? D'une manière très pratique. Écoutez, on en revient à la phrase de Jung, je vous disais, appelez ça génie, Dieu, archétype, ou comme vous voulez. Bon, dans la cure, dans la cure jungienne, ça sera de déterminer quel est ce que nous appelons archétype, qui est mis en jeu et qui possède la personne. Mais vous pouvez l'appeler quel est l'esprit qui s'est emparé de la personne, exactement de la même manière. Mais ça sera effectivement de pouvoir l'avoir reconnu, donc de pouvoir l'avoir nommé. Et une fois de l'avoir nommé, évidemment là je suis obligé d'aller très vite, donc je n'ai pas pu y faire allusion, Jung maintient, et c'est là d'ailleurs où il maintient en même temps toute la légitimité de ce que je vais appeler de ce que j'ai appelé d'une manière très large le phénomène visionnaire, c'est que, dit-il, l'archétype a une tendance évidente à la personnification. C'est-à-dire que c'est pas ça se présente vraiment comme une sorte de, je ne sais pas comment définir ça, parce qu'évidemment nous sommes dans l'ordre de ce qu'on pourrait appeler un surmonde, d'une certaine manière, ou d'une réalité objective de la psyché. C'est ainsi qu'il le dit d'une manière extrêmement maladroite. Et donc l'archétype, en se manifestant, a tendance à se personnifier, et donc la manière dont on peut dialoguer avec cette personne surexistante, si l'on peut dire, qui se manifeste à nous. Mais pour dialoguer avec elle, d'abord, il faut savoir qui elle est, précisément, et lui avoir mis un nom. Et qu'est-ce qui relève de choses qui ne doivent pas dialoguer? Où est la barrière? La barrière serait
celle des archétypes, de cette puissance d'agir qui s'incarne dans les archétypes. Est-ce qu'il y a des choses qui ne doivent pas être nommées? Jusqu'où on peut aller? Où se situe la folie? C'est pas seulement dans l'image sociale. La folie, je dirais, du point de vue diagnostique, parce que là aussi, Jung a cette idée qui reprend la très vieille philosophie, c'est qu'il y a une bonne et une mauvaise folie. Que ce qu'on appelle folie, nous, bon, on en a créé une idéologie unilatérale en quelque sorte, mais qu'en fait, il y a les deux types de folie. Et qu'il y en a une, au contraire, qui est la plus profonde et qu'à la limite, le plus profond de notre expérience, c'est de faire l'expérience de cette bonne folie. Bien. Mais d'un point de vue clinique, ce qui sera amené à dire en grande partie, c'est que est-ce que nous sommes devant une sorte de destruction, d'explosion du moi, ou est-ce que nous sommes dans le dépassement? Le moi étant, je le répète, un pur complexe. Seulement, ce n'est pas la même chose que de le faire disparaître sans possibilité de récupération, parce qu'il a une fonction utilitaire, une fonction de permanence à travers le temps, etc. Même si nous devons prendre conscience d'à quel point c'est relatif, d'à quel point c'est d'une certaine manière illusoire, mais cette fonction doit être remplie. Donc, est-ce qu'il y a disparition de cette fonction, ou est-ce qu'au contraire c'est au-delà de cette fonction? Et je pense que c'est là-dessus que le critère va jouer. Mais que jamais vous ne trouverez chez Jung, je le disais il n'y a pas très longtemps, le commentaire d'un psychiatre, comme il est assez connu, je ne dirai pas son nom, mais sur un texte qui vient de paraître de Madame Guyon, qui s'appelle L'abandonnement de tout soi-même, dans lequel ce psychiatre montrait que de l'abandonnement de tout soi-même, c'est qu'effectivement Madame Guyon était relevée en réalité de l'analyse psychopathologique. Ah oui, mais... Et Jung répondrait, mais non, mais pas du tout. L'abandonnement de tout soi-même, c'est que précisément le moi en tant que... Enfin, le complexe moi est constitué. Édouard Collot. Le complexe hypnose qui peut émerger dans le moi avec l'expérience de l'hypnose, par exemple. Ah oui. Et donc il dit qu'à ce moment-là, le moi, il se constitue dans le moi un complexe qu'on peut nommer hypnose, mais tous les complexes constitutifs du moi comportent en même temps un noyau psychotique. Jung ne dirait pas qu'il y a un noyau psychotique. Ouais. Je pense que, aussi loin que je sois allé dans son étude, c'est qu'il pense que vraiment il y a au centre de l'homme, le fondant, précisément cet invisible et ce que, bon, dans les systèmes linguistiques indo-européens, on appelle le sacré. Mais le sacré au sens de Benveniste, c'est lui que j'ai rappelé. C'est-à-dire que, est-ce que c'est la force de destruction ou est-ce que c'est la force de construction et de cohésion du sacré qui va l'emporter? Mais lui, il ne dirait pas psychotique. C'est si la force de destruction l'emporte que c'est psychotique. Et je crois que le dire il y a un noyau psychotique, non. Il y a un noyau de l'invisible en nous. Baudouin de Charneux. Il me semble qu'il y a deux choses qui, du point de vue étymologique, peuvent quand même un peu aider. Dans le sacré, je crois que dans l'économie, la démonstration, rappeler la notion de rupture qui implique le sacré, de coupage, de séparation, est à mon avis assez intéressant, parce qu'il a été beaucoup question de ça par la suite. Et alors la notion d'archétype, s'interroger un peu d'où sort-elle cette notion, pourquoi est-ce qu'on l'utilise, et de nouveau je reviens un peu à des choses que j'ai un petit peu évoquées, et vous aussi dans les séances précédentes, c'est la relation politique. Alors l'archétype, on entend archétypos, donc le typos c'est le sceau, chez les anciens, la marque de la frappe, et arché donc le principe. Ce concept a été utilisé par les philosophes du moyen platonisme pour permettre de préserver à l'intelligible son unité propre et expliquer comment de l'un on passe au multiple, la notion que vous exprimiez tout à l'heure. Donc concrètement, j'ai un seau en main, je fais un exemplaire pour chacun d'entre vous en cire, chaque exemplaire est différent, mais le seau, lui, au terme de mon travail, reste identique à lui-même. Et donc par analogie, on va construire l'invisible en rapport avec cette image qui au fond est empruntée aussi au champ de la vie quotidienne et du fonctionnement, de la circulation des idées et de l'autorité dans la vie quotidienne. Donc, je trouve que c'est une notion qui est assez intéressante à clarifier et se demander pourquoi est-ce qu'on la réhabilite, on la travaille et elle devient opérationnelle dans un champ qui est celui de la relation entre le visible et l'invisible tel que le découpe la psychanalyse dans votre exposé. Il me semble qu'il y a là des choses qui sont
qui sont intéressantes et qui effectivement permettent aussi de montrer dans l'intention qu'il ne s'agit pas ici de caricaturer des espèces de structures symboliques qu'on retrouverait dans toutes les cultures et qu'on pourrait collectionner. Enfin, l'objet de Jung n'est pas là. Au contraire, l'objet est de permettre l'explication de la participation à une forme d'unité au travers d'une multiplicité d'individuations. Plusieurs fois, il a indiqué même les passages exactement où il est allé le chercher, cette notion d'archétype. C'est chez Philon d'Alexandrie. Oui. Ce qui, je pense, évidemment, ne vous étonnera pas. Et où le problème pour lui est de savoir comment, effectivement, il y a cette inconnaissabilité de l'invisible qui est supposée comme unité sous-jacente, encore que cette unité, on ne peut pas la caractériser autrement, c'est-à-dire on ne peut pas la dire. Elle est de l'ordre de l'inné. L'ineffable, si on peut dire. J'essaie de ne pas prononcer le mot d'une seule respiration pour bien donner le sens. Et comment, en même temps, se fait-il que chaque âme soit absolument singulière? Et là-dessus, on voit très bien, toute la méditation s'appuie, vous savez, sur la 4e Énéade de Plotin. C'est-à-dire comment y a-t-il effectivement cette sorte, et comment, en réalité, chaque chose est réellement différente, et chaque homme est réellement différent de tous les autres. Donc c'est effectivement là-dedans qu'il se... Et alors chez les anciens, il y a cette notion, s'inscrit. J'arrête là-dessus, mais la notion de logos spermatikos ou de logos spermatikoi, Oui. qui permet d'expliquer à la fois notre participation, par exemple, à une espèce commune, par exemple, genre homme, et les points communs que nous avons en tant qu'hommes, à savoir que nous sommes notamment capables de nous reproduire, ce qui prouve que nous avons une forme d'identité commune, mais en même temps, nous nous déclinons différemment, il suffit de nous regarder. Donc, il y a des logos spermatikoi, il y a une partie qui constitue l'essence et une partie qui est une variable. Et le pendant du point de vue, on va oser le dire, psychologique, même si ça déforme la pensée des anciens, chez Philon, c'est l'archétype. Oui. Puisqu'il en va de même pour l'âme. L'empreinte au sens éthologique, c'est d'une forme vide et qui va être remplie, mais chez l'humain, l'empreinte, au fond, dans ce modèle, c'est une fenêtre qui est ouverte jusqu'à la fin de la vie. La condition qu'on renonce, je dirais, parfois quand même, lorsque je lis des textes de Lorenz ou même du Exclul, etc., ce que j'appellerais une certaine naïveté épistémologique. Oui. Oui, mais ça, Jung insiste tout le temps, c'est que l'archétype est une forme vide. Oui, c'est ça. Ça, alors là, il ne transige pas là-dessus. Et en même temps, on voit très bien comment beaucoup de Jungiens ne peuvent pas résister à on la remplit tant qu'on peut. T'as peur du vide. Ben oui, mais le vide est central, c'est évidemment. C'est Tao, ça, c'est le Tao. Mais si je voulais être provocant, je dirais qu'on voit très bien comment Jung, justement, de Philon d'Alexandrie, redescend Scotteridge, le maître Eckhart. Alors bon, le maître Eckhart devient son... Il le dit à un moment, je remplace une épistémologie kantienne par une épistémologie écartienne, en quelque sorte. Mais donc à quel point le vide devient central. Et moi je pense, qu'évidemment renverserait beaucoup de Jungiens, qu'on pourrait le définir comme psychologie négative au sens d'une théologie négative. Isabelle Stengers. J'ai été frappée et je balançais continuellement en vous écoutant entre l'idée d'un néocantisme et l'idée d'une aventure différente. Vous avez très bien senti. Oui, bien sûr. Quelle modification, ou quelle alternative, ou quels autres mots pourraient être produits qui stabilisent Jung en dehors du néocantisme ou de l'épistémologie, vers quelque chose qui est plus de l'ordre d'une aventure. Je dirais qu'en réalité, dans son œuvre, on voit très bien comment il est placé d'un néocantisme, je dirais, subodoré, puisque de toute façon, c'est en même temps la formation qu'il avait reçue à l'université allemande à son époque, et puis qui a été renforcée par les travaux de Rudolf Otto, Marburg, etc. Bon, ça a été ses premiers. Et comment il le dit d'ailleurs à un moment, c'est en 1938, il me rappelle bien. Là aussi, je réduis, mais d'une façon frappante. J'abandonne Kant, je rentre dans Maître Eckhart. Bon, je rentre dans Maître Eckhart, c'est non seulement évidemment la structure d'une théologie négative, mais c'est en même temps, je cours l'aventure de ce que cela veut dire. Et qui va lui permettre de dire, mais à la limite, être jungien, ce n'est pas répéter ma théorie. Ce n'est pas remettre en pratique ma propre pratique. Il faut que vous la réinventiez, parce que ce qui est le plus important, c'est que vous ayez fait l'expérience vécue de cette rencontre avec le sacré. C'est ça qui est le cœur. Oui, non, mais c'est-à-dire que, attendez,
étant donné ce que ça veut dire sous sa plume, et étant donné les contextes que ça a, c'est-à-dire en réalité vous avez pris le risque de la folie. Et vous êtes passé à travers. Je pense à un thérapeute de formation freudienne, mais qui était très intéressé par Jung au Québec, qui avait une patiente, je ne me rappelle plus de quelle ethnie indienne, enfin disons il avait une patiente indienne, qui se prenait pour une louve. C'est Julien Bigras. Et il l'a raconté dans une autobiographie absolument extraordinaire, c'est-à-dire comment au bout de 6 mois, il s'est retrouvé, lui, le psychiatre, en train de courir par terre à 4 pattes et de mordre les gens autour de lui. C'est ça, la prise de risque. Clara Acker. Je voulais revenir un peu à cet espace de la mer, et apparemment, si j'ai bien compris, il y a là aussi une différence par rapport à Freud, si j'ai bien compris, n'est-ce pas, au niveau du féminin, assez fort, clair, n'est-ce pas? Et bon, ce que je trouvais très intéressant, c'est que cet espace, en même temps qui peut être l'espace de la folie, est donc l'espace de la mystique aussi. Et j'ai repensé ici, je n'ai pas eu le temps de parler de mythologie dionysiaque, mais il est très intéressant de voir que l'alternative qu'il y a dans la mythologie dionysiaque par rapport à la folie, c'est justement ça. Soit la mère et l'enfant peuvent atteindre le mystique, reconnaissent quelque chose dans le sacré, dans Dionysos, soit alors c'est vraiment la folie et la mort totale, la folie dure, je veux dire, même la cité ne peut pas survivre, il n'y a pas de continuité possible. Et ça, je trouve que, bon, voilà, c'est encore une espèce de synchronicité, si vous voulez. Et c'est ce que je trouve aussi intéressant dans le cas de ce qu'on appelle, enfin, on parle de l'inceste chez Oedipe. Je trouve aussi que c'est très intéressant dans le cas de Dionysos. Enfin, l'inceste, vous pouvez le comprendre comme vous voulez, mais déjà ce moment symbiotique, n'est-ce pas, fusionnel entre la mère et l'enfant, je trouve ça très remarquable que la femme que Dionysos ait choisie, n'est-ce pas, pour être sa compagne, est presque à l'identique la figure de sa mère. Oui, mais en même temps, ce qui est tout à fait étonnant, c'est de voir, comme par rapport aux positions de Freud, ça insiste sans arrêt chez lui. Parce que ça insiste sans arrêt chez lui. Ce que je veux dire, il rompt avec Jung, Ferenczi vient lui représenter. Il lui représente l'occulte, il lui représente la mer, parce que Thalassa, etc., nous sommes en plein dedans. Et quand Ferenczi lui arrive ce que nous savons, ça va être Romain Rolland. Et Romain Rolland vient lui représenter exactement la même chose. Et à travers l'expérience. Je suis content de dire que Ferenczi est fou. C'est ce que beaucoup de gens ont écrit. Oui, Ferenczi était fou. Ça peut se discuter. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Ça peut beaucoup se discuter, mais je finis. Parce que depuis 10 minutes, je pense à ce psychiatre du 19e siècle au nom d'Anné de l'élu, L-E-L-U-T, mais vraiment l'apostrophe a dû sauter un jour dans l'état civil, et qui a réellement fabriqué le grand diagnostic de la folie totale, et il ne s'est pas trompé dans son choix. Et de Socrate et de Pascal. Une Thierry question. Melchior. Tout à l'heure, dans l'échange qu'il y avait entre Bertrand, Helm et toi, il y avait l'idée de dialoguer avec les esprits qui se manifestent à travers les archétypes. Hein. Mais est-ce que, ma question est la suivante, dans la cure telle que Jung l'a pratiquée, est-ce que dialoguer avec, c'était au sens propre changer d'interlocuteur? Non seulement Jung dialogue en tant que thérapeute avec, je reprends le vocabulaire là qui est en cours, hein, l'archétype personnifié, donc à travers... à la deuxième personne, donc. Bien entendu. Ou tu, ou... Mais le dialogue va encore plus loin, parce que non seulement il y a le dialogue de Jung avec le patient, admettons que c'est un homme avec le patient et avec l'archétype personnifié, mais Jung dialogue souvent, il le raconte d'ailleurs, avec ce qu'il appelle sa propre anima. C'est-à-dire une figure qu'il a rencontrée dans une de ses visions. Et dans lequel, le soir, quand il a des cas particulièrement difficiles, il lui dit, qu'est-ce que t'en penses? Et donc en réalité, c'est un dialogue qui se passe entre Jung, son archétype personnifié, le patient et son archétype personnifié. France Schott-Billman. En danse-thérapie, on s'intéresse à l'imagination active. Enfin, c'est même un élément important dans la danse-thérapie américaine, qui cherche à accéder à ces images actives par le mouvement, par l'empathie. Je voudrais revenir peut-être à mon idée de lien coupure, parce que moi aussi, peut-être ce qui m'arrête un petit peu, c'est cette empathie, ce thérapeute qui va plonger avec son patient. C'est très beau, en effet, très, très édifiant. Et j'ai l'impression que justement,
l'état hypnotique du thérapeute par rapport à son patient est un lien qui est en même temps de l'empathie et en même temps de la distance. Et pour accéder à ces images, quelquefois c'est plus une écoute un peu à la fois dedans et dehors qui va permettre d'entendre le jeu de mots. Alors je voulais vous en donner un exemple. Je sais que dans les milieux universitaires ça risque de choquer, mais c'est un cas clinique. En fait, je m'y autorise à la suite d'Édouard Collot, qui est plus une écoute au niveau du signifiant, et non pas de l'image, mais qui précisément va peut-être déboucher sur une image. Et donc c'est une patiente, je ne vais pas parler de sa pathologie, qui fait un rêve dans lequel elle est examinée par un médecin, une femme médecin, qui examine son pubis et qui lui dit « mélanome ». Et alors elle est terrifiée. Quand elle raconte ce rêve, elle est terrifiée. Bon, puis il y a un silence. L'analyste répète simplement « mélanome », sans accentuer particulièrement. Et tout à coup, tous les deux éclatent d'un immense éclat de rire. Et la patiente dit « ah mais oui, mais là un homme. Mais là un homme ». Et cette écoute qui est pas au niveau de l'image, parce que l'image la terrifiait. Et on aurait pu imaginer que le thérapeute plonge avec elle dans cette histoire d'une angoisse fondamentale d'un mélanome. Et c'était tout. Enfin, il y a eu quelque chose de totalement libérateur, de ne pas l'écouter au niveau de l'image. Et on peut accéder à l'image d'une autre façon. Parce que toute la question finalement de l'efficacité symbolique, c'est comment est-ce qu'on peut y accéder à ces images actives. Quelqu'un qui se réclame de Jung, en principe, est fait, je dirais, plutôt ce que j'appellerais, pour un diagnostic différentiel, pour des pathologies lourdes, d'une part. Et que d'autre part, cette empathie dont je parle, mais c'est précisément le savoir-faire dont parle Isabelle, c'est que cette empathie dont je parle est en même temps la manière dont on vit avec le patient, dont on se laisse transformer avec lui, parce que c'est réellement un travail à deux et interactif, et en même temps dont le thérapeute, lui, précisément, sait aider à faire le passage. Et donc l'empathie suppose que, comme vous dites, il est dedans et dehors. Oui, c'est ça. Effectivement. Et lorsque ça tourne mal, lorsque je parle de Julien Dugras, c'est le moment où il est trop passé dedans, précisément. Tout à fait. Il a plus su se garder. C'est évident. Non, mais j'insiste parce que généralement, je sais très bien combien beaucoup de psychanalystes disent on doit être totalement neutre. Oui. Ce que je veux dire, la neutralité n'existe pas. Et inversement, il y a tout un courant où on est totalement dans l'empathie et ça sert pas bien. Non, il faut avoir la double position. C'est un point quand même très essentiel dans ce que vous dites, parce que c'est la notion d'éveil, par exemple, qui a intéressé Jung dans le bouddhisme. Quand on dialogue avec des bouddhistes, ce qui les effraie très fort, c'est que les Occidentaux ont une conception de l'éveil qui correspond un peu à ce que Isabelle dépeignait tantôt, comme une sorte de fantasme de plongée, où ça va s'éclairer, on va remonter, on sera transformé, etc. Alors que toute la culture orientale amène à l'idée que l'éveil se joue souvent sur un détail, c'est imperceptible, mais après on a changé. L'exemple habituel, c'est deux moines sont sur la route, ils marchent, on lui rabâche ses oreilles depuis 20 ans sur la théologie de la souffrance, etc. Il marche sur un caillou, il dit j'ai mal, il s'assied, puis il sourit, il dit le caillou a été mon maître. Il comprend tout d'un coup ce que c'est la douleur par rapport à quelque chose que lui vivait à l'intérieur, par exemple arrêter toute forme de pensée intérieure ou quelque chose du genre. Donc en fait l'éveil se joue sur des choses très, dans les cultures orientales, qui peuvent être très diffuses et pas nécessairement sur l'image mythique de Bouddha sous son arpipale méditant 40 jours avec des forces terribles. Enfin, ça c'est de l'imaginaire populaire et une mise en scène symbolique. Et je crois que Jung avait bien senti quand même cet aspect-là et ce piège. Et dans ce que vous dites, mais tout simplement, dans ce moment-là et dans ce rire, il y a une forme d'éveil. Je vais vous répondre, si vous voulez bien, parce que par simplement deux anecdotes. La première qui m'a été rapportée par Madame Corbin, justement, sur les fameuses sessions d'Eranos, dans lesquelles un certain nombre de groupies jungiennes, celles qu'on appelait chacune à part, on l'appelait la Jungfrau. Bon, vous voyez tout de suite le jeu de mots, évidemment, puisqu'on est en Suisse. Il y a un lac en dessous, elle se baignait, et un jour, Mme Corbin me dit, il y a 2 ou 3 naïades comme ça qui remontent en disant « Ah, nous venons de nous baigner dans l'inconscient collectif ». Et là, Jung part d'un immense clair d'air en disant « Ah, parce que vous y croyez, vous ». Première chose. Et la seconde, c'est que précisément par rapport éventuellement à cette chose grandiose, etc.,
c'est que une fois on avait demandé à Jung qu'est-ce qu'était l'individuation. Lui, à la fin de sa vie, il avait 81 ou 82 ans. Il a dit, finalement, tout mon travail, ça m'a permis quelque chose, c'est dans la tour de Bollingen, vous savez, qui s'était construite, c'est que maintenant, je suis capable de déplucher mes pommes de terre et de faire ma soupe moi-même. C'était De la transe à l'hypnose, une émission proposée par Michel Cazenave. Mixage Simone Ronget, Sébastien Royer. Réalisation Isabelle Lefebvre-Huel.